Shanghai. Fascinante Shanghai. Son nom continue d'évoquer dans l'imaginaire des voyageurs l'image d'une ville sulfureuse et corrompue, où se mêlent dans un décor art déco rouge et noir, prostituées, missionnaires, aventuriers et révolutionnaires. Les mythes ont la vie dure. Cette ville n'existe plus. Avec 20 millions d'habitants, Shanghai est aujourd'hui le premier port du monde. Après avoir tourné le dos à l'océan, entretenant le mystère à l'ombre de la muraille et de la cité interdite, la Chine retrouve les chemins de la mer. 5 siècles après les voyages extraordinaires de l'amiral Cheng He, parcourant les océans à la tête de sa flotte de jonques, une armée de porte-containers gigantesques quitte chaque jour les ports de Shanghai et de Hong Kong à l'assaut du monde. « 7 heures du matin. Les prétendants aux bienfaits de la libéralisation économique sont chaque jour plus nombreux. À vélo, à moto, en voiture pour les plus nantis, ils avancent sans un regard pour la ville. Elle n'est que le décor de leur aventure individuelle. Pas un regard pour les bâtiments des années 1930. Ces façades autrefois rutilantes ne sont plus aujourd'hui que les vestiges du passé. Rien d'autre ne compte que le présent. Après les années de guerre civile et de pouvoir communiste autoritaire, Shanghai retrouve d'une certaine façon le temps de la futilité. Dans les allées du bazar de la vieille ville chinoise règne une certaine insouciance. Les Shanghaïais, même les plus pauvres, ils sont des millions, sont emportés par le mouvement. La ville se métamorphose à une allure vertigineuse. En l'espace d'un mois, d'une semaine, voire d'une journée, un quartier ou une rue peuvent disparaître. Shanghai est une salamandre qui renaît chaque matin de ses cendres. Qui est réellement Shanghai? La plus grande ville de Chine? L'héritière de la cité mafieuse des années 1920-1930? Le berceau de la révolution communiste? Le grand magasin de la Chine où tout se vend et tout s'achète? Pour répondre à toutes ces questions, il faut revenir un peu en arrière, et plus précisément au début du 19e siècle. Bien que bénéficiant d'une situation privilégiée dans le delta du Yangtze-Kiang, Shanghai n'accueille qu'un trafic de jonques et de sampans qui descendent le cours du fleuve ou cabotent le long des rivages de la mer de Chine. Les navires étrangers n'ont pas le droit d'y jeter l'ancre. Seul Canton, le grand port du Sud, est autorisé à commercer avec l'Occident. Ce privilège remonte au milieu du XVIe siècle, quand les Portugais s'installent dans le port voisin de Macao à la suite de l'aide apportée à l'empereur Ming dans sa lutte contre la piraterie. Les bateaux européens, et notamment anglais, viennent donc à Canton et en repartent les cales remplies de porcelaine, de soie ou d'épices. Un déséquilibre commercial qui va conduire à ce que l'on a appelé la guerre de l'opium. La guerre de l'opium est en vérité une guerre du commerce. La raison, c'est que l'ancien gouvernement de la dynastie Qing a fermé les frontières de la Chine aux produits étrangers. À la même époque, les Anglais qui sont en pleine révolution industrielle ont besoin d'écouler leurs produits. Ils veulent tout à la fois se rendre maîtres des matières premières chinoises ou les acheter à très bas prix et vendre les produits manufacturés. Les frontières de la Chine étant fermées, les Anglais ont déclenché ce que l'on appelle la guerre de l'opium, une guerre prétexte pour obliger la Chine à acheter ses produits. Prenant prétexte de la saisie par les autorités chinoises d'une cargaison d'opium importée de leur colonie indienne, l'armée britannique entre en action, contraint la Chine à ouvrir ses ports au commerce et s'empare de Hong Kong. C'est le début de la lente agonie du régime impérial chinois. Le pays est progressivement dépecé au profit de l'Europe, de la Russie et bientôt du Japon. À Shanghai, des quartiers entiers de la ville passent sous contrôle étranger. Ce sont les concessions. La ville porte encore la marque de cette époque pendant laquelle les Chinois peuvent venir travailler dans les concessions, mais n'ont pas le droit d'y vivre.
La vieille ville chinoise n'est plus alors qu'un îlot minuscule perdu au milieu des concessions internationales et françaises. Mise en coupe réglée par les puissances étrangères, secouée par les conflits intérieurs, la Chine est au bord de l'implosion. Nationaliste, expansionniste, le Japon manœuvre en coulisses. Il accueille les opposants au régime chinois comme Sun Yat-sen, le futur fondateur de la République, et ouvre sa concession de Shanghai en 1895. Le quartier où nous sommes était dans les années 1930 celui de l'ancienne concession japonaise. Tous les intellectuels, les écrivains dont les écrits s'attaquaient au régime du parti nationaliste, du Kuomintang, venaient se réfugier dans ce quartier. Dans la concession japonaise, ils ne risquaient rien, ils étaient protégés. À l'extérieur, ils étaient en danger et risquaient d'être mis en prison. Les hommes du parti nationaliste ne pouvaient pas faire la loi ici. C'est pourquoi des écrivains, mais aussi de nombreux opposants au régime de l'époque, venaient se réfugier ici. Si les concessions incarnent l'abandon de la Chine aux intérêts étrangers, l'afflux de capitaux dope l'économie. Entre 1880 et 1930, la ville se transforme et devient le plus grand port international d'Asie. Toutes les grandes sociétés font construire leur siège social sur le Bund. Avec son enfilade de bâtiments art déco, la promenade des bords de la rivière Huangpu devient le symbole de la puissance occidentale. Les années 1920, ce sont les années de l'âge d'or pour Shanghai. Quand on découvre la ville, par exemple, dans les films tournés à cette époque, on découvre une grande métropole cosmopolite. Mais cela ne veut pas dire que tous les pauvres qui sont venus vivre à Shanghai ont fait fortune. Shanghai était seulement un paradis pour les aventuriers, un paradis pour les riches. Pour les pauvres, Shanghai est un enfer. À cette époque, Shanghai est un grand centre culturel et littéraire. Il y a plein de groupes de presse et de maisons d'édition, mais c'est aussi un grand centre politique. Shanghai abritait alors de nombreux mouvements politiques. C'est à Shanghai qu'est né le Parti communiste chinois. Mais en même temps, la ville est un terrain ouvert, favorable à l'expansion, à de nombreuses activités illégales. On peut dire que Shanghai était à cette époque une sorte de zone de non-droit, favorable à l'expansion de nombreuses sociétés mafieuses très puissantes. « 1920-1930, Shanghai des années folles. Les nouveaux riches, enivrés de plaisir, se prennent pour des stars hollywoodiennes. La mafia tire les ficelles de la drogue et de la prostitution. Des aventuriers débarquent des steamers en provenance de Macao, de Hong Kong ou de Singapour. Escale exotique de la dernière chance. Shanghai des années folles. Mythique Shanghai. Les salons du Peace Hotel résonnent encore de l'atmosphère insouciante des années d'avant-guerre. Construit en 1929 par Victor Sassoon, un Anglais ayant fait fortune dans le commerce des armes et de l'opium, le Cathay Hotel. Son nom à l'époque était l'un des hôtels les plus luxueux d'Extrême-Orient. Tout comme les révolutionnaires russes de 1917 avaient puni Saint-Pétersbourg d'avoir été la capitale des tsars, pour les communistes qui prennent le pouvoir en 1949, Shanghai est une ville corrompue et le Bund le symbole de l'impérialisme étranger. La ville est l'objet d'une répression féroce. Les maisons de jeux et de prostitution sont fermées, les mafieux pourchassés et exécutés. Shanghai est alors placé sous le contrôle direct du Parti communiste qui bloque son développement. Il faut attendre les années 1970 et le début de l'ouverture de Deng Xiaoping
pour que les atouts naturels de Shanghai s'affirment à nouveau et que la ville reprenne sa marche en avant. Les anciens, comme Madame Yu, ont tout vécu. La fin de la Seconde Guerre mondiale, les débuts du communisme, la révolution culturelle qui est partie de Shanghai, avant de connaître les années d'ouverture. Les Chinois ont, dit-on, la passion du jeu. Madame Yu, qui est à la retraite, joue donc à la bourse, histoire de s'amuser un peu et d'arrondir ses fins de mois. Avec ses petits revenus supplémentaires, elle se rend plus souvent au marché, dont les étals sont abondamment garnis. Tout ça, c'est nouveau. Avant, c'était à ciel ouvert. Le marché était dans la rue. Il y avait juste quelques bâches installées ici ou là. Les légumes sont beaucoup plus abondants. Regardez, il y en a de toutes sortes. Il faut dire la vérité, avant, c'était difficile. On oublie qu'avant, par exemple, pour acheter, il fallait faire la queue. Je suis arrivée à Shanghai il y a plus de 50 ans. Quand je suis venue ici, j'avais 19 ans. Maintenant, j'en ai 73. J'habite dans cette maison depuis 1958. Il y a de grands changements dans ce quartier. Tous les anciens immeubles ont été détruits. Cette maison, elle aussi, sera sans doute démolie un jour ou l'autre. Tout autour, il n'y a que des grands bâtiments. Shanghai est résolument tourné vers le futur. Il existe cependant ici ou là des habitants qui continuent à vivre dans le passé. Ces danseurs qui tournent en rond, comme pour remonter le mécanisme de leur vie, ne veulent pas entendre le fracas des engins de démolition qui s'attaquent un à un au vieux quartier de la ville. Pourtant, comme la grande majorité des 25 millions d'habitants de Shanghai, ils vivront demain dans une ville qui ressemblera à cela. Li Hong est architecte. En sa compagnie, nous nous dirigeons vers l'un des vieux quartiers de la ville qu'il a pour mission de rénover. Alibi culturel ou réelle prise de conscience des autorités, Li Hong est convaincu qu'il faut faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Il ne pourra pas tout sauvegarder. Son objectif est donc d'harmoniser le style des nouveaux immeubles avec celui des anciens. La vieille ville est très belle. La rue est également très belle, parce que les bâtiments n'ont que 2 ou 3 étages. On essaye de prendre modèle sur ce type d'espace urbain, comme celui où nous sommes, ou comme celui des quartiers historiques. On analyse les détails historiques, on analyse les façades ainsi que l'arrière des bâtiments, et on s'en inspire pour bâtir les maisons de style moderne. Ainsi, des quartiers de la ville moderne conserveront un peu du passé en eux. C'est du moins ce que l'on essaye de faire.
À Shanghai, tous les chemins mènent au bord de la Huangpu. Symbole du temps qui passe et de l'éternité, la rivière se faufile entre les immeubles du Bund et les tours du nouveau quartier de Pudong, entre la Chine d'hier et la Chine de demain. La silhouette élancée de la tour Jinmao, avec ses 420 mètres et ses sphères de métal colorées, c'est Shanghai carte postale. Mais sur des kilomètres et des kilomètres, la Huangpu se promène au cœur d'autres villes. Shanghai banlieue dortoir, Shanghai cité-usine, Shanghai port de péniches, de cargos, de ferries. Shanghai s'enivre de bruit comme si elle avait peur de s'endormir et de se réveiller au matin dans le silence et dans l'oubli. Shanghai a envie de montrer qu'elle est en vie. Métropole sans avenir il y a 30 ou 40 ans, Shanghai est aujourd'hui l'une des villes les plus puissantes et des plus modernes d'Asie, rivale de Tokyo, de Hong Kong ou de Singapour. Prolétaires de tous les pays, enrichissez-vous et consommez. Tel semble être le nouveau mot d'ordre du Parti communiste chinois. Le temps des concessions étrangères, des fumeries d'opium et de la mafia du crime appartient désormais à l'histoire. Mais sous les néons de la rue Nankin qui clignotent à l'infini, il semble que les jeunes de Shanghai aient retrouvé sans la moindre difficulté les chemins de l'insouciance et de la frivolité. Le risque social de la société de consommation ne semble pas préoccuper les autorités chinoises. Principale bénéficiaire de la mondialisation, la Chine produit, vend et s'enrichit. C'est tout ce qui compte. Le port de Shanghai était devenu trop petit. C'est donc à 50 km en mer que l'on a construit le nouveau terminal, probablement le plus grand du monde. Une salle de contrôle ultra moderne, mais que nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer, gère un trafic impressionnant. 4 navires, y compris le CMA-CGM Norma, à bord duquel nous allons quitter Shanghai, vont embarquer 30 000 containers. Imaginez une colonne de 30 000 camions prenant la route. Et c'est comme cela tous les jours et toutes les nuits, toute l'année, à Yanshan, le port de Shanghai. À bord du Norma, le second capitaine surveille le chargement. Couleur, ça correspond au port de décharge. Voilà. En vert, V c'est pour Hong Kong, P c'est pour la Malaisie, à Port Kelang, L Le Havre, H Hambourg, R Rotterdam. Chaque port a son code, ce qui nous permet de nous retrouver sur les plans, quoi. Parce que sinon on serait complètement perdu. Les escales, on n'a pas trop le temps de sortir. On est arrivé au mouillage cette nuit. Le port a été consigné à cause de la brume, donc il a fallu qu'on attende que ça se lève et on est rentré ce matin à 3 h du matin. 3 h du matin, on est rentré. Et on part dans la nuit entre 2 h et 3 h. Oui, ils ont largué 2, ils sont en train de larguer les autres 2. Ok, ouais. Il faut remonter les 2 gardes tout à l'heure assez rapidement. Oui.
À l'heure prévue, le Norma quitte le port de Yanshan. Le commandant peut mettre en avant toute en direction de Hong Kong la prochaine escale. Les voyages en cargo ne sont plus du tout ce qu'ils étaient dans le temps. Dans le temps, quand j'ai commencé à naviguer il y a une bonne trentaine d'années, on n'avait pas un point en permanence. C'est-à-dire que, par exemple, la nuit, on ne savait pas où on était, on naviguait purement par estime. Actuellement, à tout moment de la journée, 24 heures sur 24, on a notre position exacte. On peut calculer l'heure d'arrivée à quelques minutes près, on peut faire varier la vitesse moteur, etc. Donc, tous les paramètres actuels sont complètement changés par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. Et attends, il y a un petit bateau droit devant là. Ok. À droite 10. Non, c'est des branches. Ok, à gauche 5. Tu surveilles le passage des branches là? Non, non, mais l'élève là. On peut passer là? Tous les instruments électroniques, dernier cri à bord, il faut quand même garder une veille visuelle et auditive très attentive. C'est que des branchages, mais c'est un très bon exercice. On a d'évitement de débranchage. Il y a deux choses. Il y a l'importance de la mission qui m'est confiée et la fierté personnelle de commander ce genre de navire. Et quand je débarque en fin de période, je suis très content d'avoir effectué personnellement tous ces voyages, toutes ces manœuvres et tout ça. Et c'est une satisfaction personnelle. Le problème, c'est que à terre, je ne peux pas la partager avec quiconque qui n'ait pas commandé un bateau. Trois élèves officiers sont en stage à bord. Pour Fabien, plusieurs embarquements déjà à son actif, les containers n'ont plus aucun secret. Ici on a des containers reefer, ce sont des containers frigo qui permettent de maintenir les produits à une certaine température, aussi bien négative que légèrement positive. Ils sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont branchés au navire, il y a des prises sur le navire et on vient les brancher au niveau électrique dessus. On peut contrôler la température, donc là on a la température, la consigne et la température à laquelle est le container. Et il y a aussi des disques sur lesquels on peut voir l'historique de la température. Le saisissage, il est contrôlé au départ du navire, donc on fait attention lors du chargement que le saisissage a été effectué correctement par les dockers. Et après, il y a une ronde qui est effectuée au départ du navire, enfin dans les premiers jours de mer, pour vérifier que les barres soient correctement serrées. Il y a un deuxième contrôle. Cette partie de la mer de Chine est une zone de pêche très fréquentée. Même si le navire est équipé d'instruments de navigation, notamment de radars très performants, rien ne remplace le contrôle visuel. Pour l'instant, je pense que ce sont les bateaux de pêche qui parlent entre eux. Si vous regardez sur le radar, il apparaît très proche. Mais en fait, on va passer entre... parce que sinon, on doit nous écarter trop de la route.
peu près les mêmes grosseurs, hein, pas un coup gros, un peu coup petit. Bon, ben, il y a un maître d'hôtel hein, et nous avons un polyvalent qui font les services, qui transportent les plats à partir d'ici ou les assiettes et qui vont servir. Voilà, et puis bon, les passagers qui viennent sur les navires, et ben, ils vont alors, dans la salle des officiers. Alors ils ont une table normalement spéciale pour eux, et par moment, et ben, le commandant les invite à leur table, ce qui fait plus convivial. Mais ça se passe bien, hein. Je pense que les gens, quand on arrive, ils ont l'air d'être contents. Hein. Le Norma poursuit sa route au sud, en direction de Hong Kong. 29 personnes travaillent à bord de ce bateau gigantesque. Il arrive souvent que deux équipiers ne se croisent pas durant plusieurs jours. Bonjour boss, ça va comment? Bien. Donc, au niveau des rapports entre les membres d'équipage, il y a forcément des liens qui se créent, puisque le but c'est quand même d'aller d'un point A à un point B en ayant le moins de soucis possible, le moins de problèmes possible. Donc il faut qu'il y ait une cohésion du groupe pour que l'ensemble fonctionne correctement. Les gens, c'est un peu familial, hein. Les gens viennent dire bonjour, ils viennent parler un peu avec moi. Vous savez, on est un peu isolés. Hein. Là, il y a mon polyvalent là, qui travaille avec moi pendant 1 heure, et après, il s'en va faire le ménage, desservir les tables. Donc, à un moment, je me retrouve tout seul. Donc, tout seul pendant 8-9 heures. Donc, on prend contact avec les gens du bord. Le commandant devrait passer à un moment donné vers les à peu près -20, -10. Que là, on fait un menu un peu plus facile parce que justement, nous sommes à l'arrivée bientôt et à midi, sur le coup de midi, et pour faciliter la cuisine et puis pour tout le monde aussi. Donc, on a fait un menu un peu plus facile avec quand même une poire belle Hélène en dessert. 350 mètres de long, chargeant 9500 containers. Le Norma file à 25 nœuds, soit près de 50 km/h. Même si le puissant colosse est flambant neuf, il bénéficie de toutes les attentions des mécaniciens. L'image d'Épinal, c'est des escales, c'est les bouges à matelot, c'est ces choses-là. Maintenant, c'est beaucoup de traversées. Les escales sont beaucoup plus courtes. L'horaire est tenu d'une manière très rigoureuse. Avant, on partait pour 3 mois, plus ou moins 1 mois. Pratiquement. Maintenant, on part pour 56 jours et à 1 jour près. J'ai pas fait ce métier en me disant chouette, je vais pouvoir, quand je vais être en Chine, aller à terre tant de temps. Et je pense que j'ai bien fait, puisqu'au final, on a très peu de temps à chaque escale. Donc il ne faut pas voir ce métier de cette façon-là. C'est pas un moyen de voyager et de dire je vais découvrir des villes, des pays. Après 3 jours de navigation, le Norma arrive dans le port de Shenzhen qui touche Hong Kong. Là, je suis en arrière traînante actuellement pour stopper le bateau en attente pour le pilote. Ici, il y aura relativement peu de dérives et actuellement, il y a un remorqueur et sa remorque qui vont passer devant nous. Shenzhen est une escale incontournable pour tous les porte-containers assurant les lignes entre la Chine et le reste du monde. C'est Deng Xiaoping qui décide en 1980, pour accompagner sa politique d'ouverture, de faire de Shenzhen une zone économique spéciale. Le petit village de Shenzhen est aujourd'hui une ville de 10 millions d'habitants. Une métamorphose dont seule la Chine a le secret. Vous savez, depuis les années 1990, la ville de Shenzhen est la seule à posséder des droits particuliers pour faire du commerce avec l'étranger et pour produire certains produits de sociétés étrangères installées à Shenzhen. C'est une politique particulière.
Shenzhen bénéficie de privilèges comme des taxes plus basses, ou parfois même pas de taxes du tout. Hong Kong et Shanghai sont de grandes métropoles, mais Shenzhen est une ville jeune et plus dynamique. 10 000 entreprises se sont installées dans la région. Jouets, électronique, textiles, chaussures, on fabrique de tout à Shenzhen. Cette usine, par exemple, fabrique des canapés. Le client, une société italienne, se contente de fournir les cuirs. Les canapés sont ensuite assemblés ici par les 3000 employés de l'usine, des femmes en grande majorité. Les cuirs viennent d'Italie. Tout d'abord, on les prépare, on les trie. Puis on les porte dans l'atelier de découpe et de couture. Les pièces sont ensuite transportées dans un autre atelier où l'on monte les canapés. Au final, ils sont emballés puis stockés. Tout ça prend environ une semaine. Toute la production est destinée à l'Italie. Les 600 canapés produits quotidiennement sont donc chargés dans 42 containers qui prendront la direction de l'Europe. On a quelques heures à terre, ici et là, donc on est obligé de se concentrer sur soit des achats divers, ou soit aller se promener en ville, ou aller manger au restaurant. On a très peu de temps libre, en fait. Est-ce que vous le regrettez? Non, c'est l'évolution naturelle des choses. Le temps étant de l'argent pour tout le monde, les vitesses des navires étant augmentées, les durées d'escale raccourcies, c'est inéluctable. Bon, moi j'arrive en fin de carrière, ça devient une philosophie différente. Maintenant, pour un jeune qui embrasse la carrière, ça peut être un élément pour freiner un peu ses ardeurs. Nous apprendrons ce soir-là que le commandant Steed effectue sa dernière mission. À la fin du voyage, il débarquera pour de bon. Mais la tournée est loin d'être bouclée. Avant d'atteindre la Malaisie, il y aura encore beaucoup de manœuvres délicates et de boîtes à transporter. Nous quittons Shenzhen. 3 petites heures de navigation suffisent pour atteindre Hong Kong, notre destination finale. Hong Kong, Shanghai, ces villes sont plus que des noms sur une carte. Pour les voyageurs, elles demeurent des portes ouvertes sur l'aventure. Leur histoire est liée à jamais à celle des bateaux qui, pendant des siècles, ont assuré leur lien avec le reste du monde. Les temps ont changé. Si les voiliers et les steamers ont disparu, il demeure toujours possible d'embarquer à bord d'un porte-container. Sur le Norma, 5 cabines sont ainsi prévues pour les voyageurs au long cours. C'est depuis l'une d'elles que nous découvrons les lumières du port de Hong Kong. Même enveloppée dans la brume, la baie de Hong Kong demeure un endroit unique. Sampans, barges, cargos et paquebots s'y croisent dans un ballet continuel, dont les vedettes demeurent naturellement les légendaires ferries.
Je pense que la raison pour laquelle on aime les bateaux de la Star Ferry, c'est parce qu'ils sont restés comme autrefois. C'est comme les trams. C'est une habitude. Ça fait partie de nous. Les nouveaux Star Ferry peuvent être climatisés ou avoir de larges fenêtres. Mais nous, ce que l'on aime, ce sont ceux d'origine, les anciens. Bien sûr, avec les innovations technologiques, on les a dotés de nouveaux moteurs et d'un tas d'autres choses. Mais leur silhouette est restée plus ou moins la même depuis environ 50 ans. La Star Ferry assure le service de 6 h du matin à minuit, sauf si le temps est mauvais, qu'il y a un typhon ou un épais brouillard. Autrefois, avant que l'on construise le tunnel, lorsque les ferries de la Star s'arrêtaient, les gens prenaient une sorte de bateau à pied appelé un Walla Walla. La raison pour laquelle on le nomme Walla Walla, c'est parce qu'avec la prononciation cantonaise, pédaler devient Waha Waha. Ces bateaux étaient si lents qu'il fallait toujours pédaler. C'est comme ça qu'on les a appelés Walla Walla. C'est en 1997 que Hong Kong se mit à l'heure de la Chine communiste. Au-delà de l'aspect symbolique de la rétrocession, une seule question intéressait les Hongkongais. L'ancienne colonie britannique allait-elle conserver ses privilèges et son mode de vie une fois rattachée au reste de la Chine? À première vue, rien ne semble avoir changé. Pourquoi Hong Kong se verrait-elle privée des libertés que l'on accorde aujourd'hui à Shanghai? La vérité est sans doute plus subtile, mais il apparaît clairement que la Chine a besoin de la richesse de Hong Kong. On ne tue pas sans raison la poule aux œufs d'or. Hong Kong continue donc à préserver ses différences. Toutes les traditions, notamment religieuses, qui avaient été mises à mal à Shanghai comme dans toute la Chine communiste, sont restées ici très vivaces, comme en témoigne la fréquentation du Manmo, l'un des plus anciens temples de Hong Kong. Autre tradition très importante, les bons vœux qui accompagnent la célébration du Nouvel An chinois. J'écris des affiches de bonne fortune pour le Nouvel An, c'est-à-dire la fête de printemps. C'est une tradition millénaire chinoise de faire cela une dizaine de jours avant le Nouvel An. C'est une période de joie unique à laquelle j'aime participer. Pendant des centaines d'années devant le temple Manmo, beaucoup de gens sont venus écrire des affiches de printemps. Maintenant, il n'y a plus que moi. Et j'y tiens beaucoup parce que sans cette tradition, le Nouvel An serait différent. Quand on écrit, on y met de l'esprit en quelque sorte, des porte-bonheur qui ont du pouvoir. Si c'est simplement des affiches imprimées, il n'y a pas d'esprit. Ce n'est donc pas un porte-bonheur, c'est donc inutile. Les jeunes n'ont pas tellement l'occasion d'utiliser les pinceaux, parce que c'est dû à l'époque, au progrès de la science. Tout le monde a un ordinateur. On n'a même plus l'occasion d'utiliser un stylo, alors encore moins un pinceau. On ne peut pas écrire avec un pinceau sans avoir appris un certain nombre de principes. Pour apprendre, il faut le prendre en main, écrire avec. Le pinceau est très souple, il faut donc utiliser sa force intérieure, mais également savoir appuyer. Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut écrire. Avec un stylo, il suffit d'appuyer, c'est tout. Avec un pinceau, il faut combiner la souplesse, la légèreté, et savoir aussi y mettre de la force, et glisser. Depuis les bateaux venant autrefois d'Inde ou d'Arabie pour acheter des soies ou des porcelaines, jusqu'aux grands voiliers et aux vapeurs assurant les liaisons commerciales avec l'Angleterre, toute l'histoire de Hong Kong est une histoire maritime. Les sampans d'Aberdeen font partie du patrimoine de Hong Kong. Il y a encore quelques années, ils formaient une véritable ville flottante où vivaient les descendants d'émigrés cantonais.
ils sont encore quelques centaines à refuser de quitter leur bateau pour un appartement en haut d'une tour. Aberdeen, c'est aussi un important port de pêche et un marché en gros qui assure l'approvisionnement des innombrables restaurants de poissons de la ville. Les sampans à moteur qui sillonnent la baie de Hong Kong n'ont plus l'élégance des jonques d'autrefois, aux voiles d'hirondelles. Pendant des siècles, l'histoire maritime du monde s'est résumée aux seuls exploits espagnols et portugais du XVIe siècle. L'on sait aujourd'hui que bien des années auparavant, les navigateurs arabes, indiens ou chinois avaient réussi d'authentiques exploits. Dans cette histoire précolombienne de la navigation, les Chinois ont sans doute écrit l'une des plus belles pages. L'âge d'or de la navigation chinoise, c'est le XVe siècle. Le début du XVe siècle, quand un eunuque célèbre entreprit de faire 7 voyages allant de la Chine au travers de tout l'océan Indien. Cheng He, c'est son nom, était un eunuque et les eunuques dirigeaient tout le commerce maritime. À la tête d'une flotte composée de plusieurs dizaines de jonques, l'amiral Cheng He accomplit entre 1403 et 1433 7 voyages. Il explore tous les rivages de la mer de Chine et de l'océan Indien, allant jusqu'en Inde, en Arabie et au sud du continent africain. Le plus grand des bateaux de Cheng He devait avoir probablement 75 mètres de long, jauger 2500 tonnes, ce qui veut dire qu'il était 3 ou 4 fois plus grand que n'importe quel autre bateau naviguant à cette époque en Europe. Avec son 7e voyage, Cheng He écrit la dernière page de l'âge d'or de la marine chinoise. Pendant de nombreux siècles, la Chine se replie sur elle-même. Les aventures maritimes se limitent aux navigations côtières. Il faut attendre l'arrivée des Européens pour que les ports s'ouvrent à nouveau, par la force, au commerce international. Dans ce contexte, le port de Hong Kong devient l'un des plus dynamiques de toute l'Asie. La raison fondamentale pour laquelle Hong Kong entra dans l'histoire, en tant que port de commerce, c'est parce qu'il fut le port où se trouvaient les entrepôts du commerce de l'opium jusqu'en 1922, ce qui est la honte de son histoire. Mais un tas d'autres marchandises transitaient à Hong Kong. Si vous allez examiner le manifeste d'un petit caboteur des années 1880, vous seriez étonné de la quantité et de la diversité des marchandises transportées. Poissons salés, lacs, céramiques, sang de dragon, épices. On a transporté bien plus de marchandises que pendant les 2000 années précédentes. On n'en transportera jamais autant que dans ces dernières années du 19e siècle. Loin de l'affaiblir, il semble au contraire que son retour dans le grand ensemble chinois ait stimulé le dynamisme de Hong Kong. D'une certaine manière, on peut même dire que la compétition qui s'est engagée avec Shanghai lui a été bénéfique. Hong Kong, c'est le mariage de l'Orient et de l'Occident. Longtemps confinés dans des échoppes mystérieuses, les ingrédients de la pharmacopée chinoise traditionnelle sont aujourd'hui revendus au grand jour dans des magasins ultramodernes et lumineux. Le marketing commercial au service de la tradition.
Une nouvelle preuve du légendaire sens commercial chinois. Vous voyez, ces médecines sont prescrites pour les insomnies et pour les douleurs. Les ingrédients ont la propriété de soulager les douleurs et aussi d'améliorer le sommeil. Hong Kong ne serait pas Hong Kong sans ses célèbres tramways à 2 étages. Ce souvenir made in London fait aujourd'hui partie du décor, au même titre que les temples bouddhistes, les ferries ou les sampans. Une façon pour les Anglais de prolonger avec humour leur présence dans l'ancienne colonie. Les Hongkongais sont amateurs de poissons. À la tombée du jour, ils se promènent le long des quais où des pêcheurs viennent vendre leurs poissons à la sauvette. On choisit, on marchande. C'est le petit jeu rituel entre vendeurs et clients. De l'autre côté du quai, les restaurants ont sorti le grand jeu pour attirer le client. Des aquariums gigantesques où s'agite une faune aquatique impressionnante. Ces poissons-là ne se cuisinent pas, ils s'admirent. Les fruits de mer viennent d'un peu partout dans le monde pour satisfaire la demande des clients. Quand ils arrivent à Hong Kong, on les vend aux clients. Les poissons viennent de l'Asie du Sud-Est, de l'Indonésie, de Thaïlande, des Philippines, de partout. Voici les coquillages trompes d'éléphant. Les très longues viennent du Canada. On a également des araignées de mer qui viennent d'Alaska. Les couteaux sont importés d'Angleterre, d'Europe. Dans la région de Hong Kong, on a des langoustes, des poulpes et des crabes.
nuit envahit la baie de Hong Kong, les néons qui illuminent les tours de verre et de métal offrent un décor féerique aux bateaux qui prennent possession de l'océan.